organisé par le Centre franco-allemand de Provence en coopération avec le collège doctoral franco-allemand d'Aix-Marseille Université. Une soirée qu'on propose dans notre, on va dire, semaine franco-allemande et à l'occasion des 60 ans du traité de l'Élysée. Donc on a déjà fêté les 60 ans du traité et de l'amitié franco-allemande, bien sûr, lundi soir. Et donc ce soir, on va plutôt discuter. Donc discuter les perspectives de la coopération franco-allemande. Donc, comme on a dit lundi soir, cette coopération franco-allemande a vraiment rapproché ces deux pays. Le traité a formalisé et structuré la coopération. Il y avait un rapprochement énorme des sociétés civiles aussi des deux pays. Mais évidemment, il y a toujours besoin, comme on le voit aussi actuellement, de repenser, réinventer et revivre ces relations franco-allemandes pour qu'elles restent toujours, malgré les 60 ans, jeunes. Alors, pour peut-être réinventer ces relations franco-allemandes, pour avoir au moins quelques perspectives sur la coopération franco-allemande, on va donc discuter ce soir. Et je voudrais déjà remercier donc tous nos intervenants et aussi notre modératrice Catherine Tessier qui va nous présenter nos intervenants. Donc un grand merci à toi Catherine, un grand merci à vous les intervenants, un grand merci à vous d'être venus et je vous souhaite donc une soirée riche et informative. Merci. Oui, merci Fabian. Donc effectivement, comme Fabian Meine, le directeur du Centre franco-allemand de Provence l'a dit, j'ai le grand plaisir d'assurer la modération de cette table ronde qui est organisée donc conjointement par le Centre et le Collège doctoral franco-allemand qui est dirigé par Madame Nicole Collin. Alors nous sommes ensemble et cette semaine, plusieurs manifestations sont organisées, notamment par le Centre et bien sûr par l'Université, pour célébrer ce traité entre la France et l'Allemagne, les 60 ans plus précisément de ce traité, signé par le chancelier Adenauer et le général de Gaulle, qui était donc l'aboutissement d'un long chemin vers la réconciliation entre nos deux nations. Cette réconciliation s'est construite, comme vous le savez bien, à l'intérieur et par l'Europe. Et en réalité, ne l'oublions pas, cette réconciliation n'aurait pas été possible sans la construction de cette entité, qui a d'abord été économique, puis de plus en plus politique. Cette entité qui s'est d'abord appelée la CECA, puis le marché commun, puis aujourd'hui l'Union européenne, avec même une monnaie unique dans la zone euro. Or, en Europe, aujourd'hui, de nouveaux équilibres se mettent en place. Le centre de gravité de l'Union s'est déplacé à l'Est, d'abord avec l'élargissement de 2004, mais c'est surtout vers l'Est que vont toutes nos pensées aujourd'hui avec la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. Cette guerre a provoqué une crise énergétique grave, amenant Français et Allemands à reconsidérer leur dépendance à certaines sources d'énergie fossile. C'est donc dans une situation radicalement nouvelle que nous célébrons cet anniversaire qui est devenu un rendez-vous obligé de ce que nous appelons le franco-allemand. Alors justement, ce franco-allemand, qu'on l'appelle moteur comme les Allemands, ou couple en français, où en est-il aujourd'hui ? 60 ans, est-ce que c'est l'âge de la maturité ou de la routine ? Le tandem est-il assez solide pour affronter ensemble les nouvelles crises et les nouveaux défis, pour surmonter les tensions qui apparaissent depuis quelques mois et pour tenter de répondre au plus grand défi qui soit, le changement climatique qui menace notre planète dans son ensemble. Alors, est-ce que c'est la Kompromissmaschine évoquée par le chancelier Olaf Scholz dimanche à la Sorbonne ? Ou bien est-ce qu'il
il reste une âme dans ce duo, plutôt deux âmes dans une seule poitrine, comme l'a dit le président Macron qui aime les belles formules. Pour en discuter aujourd'hui, nous avons avec nous plusieurs spécialistes des domaines dans lesquels se déploie cette coopération franco-allemande depuis plus de 60 ans. Nicole Collin, professeure en histoire culturelle des pays germanophones à Aix-Marseille Université, qui est spécialiste des transferts culturels entre la France et l'Allemagne, notamment dans le domaine du théâtre. Joachim Umlauf, qui est actuellement directeur du Goethe-Institut de Roumanie à Bucarest et auparavant qui a dirigé les Goethe-Instituts de Amsterdam, de Paris, de Bordeaux et de Lyon. Joachim Umlauf enseigne également le management culturel à l'Université de Lorraine et à la Sorbonne Nouvelle. Tous les deux ont dirigé avec Corinne de France et Ulrich Pfeil le dictionnaire des relations culturelles franco-allemandes depuis 1945, un ouvrage de référence qui vient d'être traduit en français, donc vous trouverez ce volume un peu plus loin, à côté. Le domaine des échanges culturels est très important, mais il ne va pas être le seul aspect que nous allons discuter aujourd'hui. Et les dimensions économiques et politiques vont être abordées grâce à l'expertise de Rémi Lallemand, qui est économiste, qui depuis 10 ans est chef de projet à France Stratégie. France Stratégie est une institution autonome d'analyse placée auprès des services de la Première ministre. Et Rémi Lallemand a auparavant été chargé de mission au Centre d'analyse stratégique et auparavant encore au Commissariat général au plan. Il est spécialiste de prospective et d'évaluation des politiques publiques en économie de l'innovation, en économie industrielle et en économie internationale, et particulièrement concernant l'économie allemande et les relations franco-allemandes. Et ces relations, eh bien, elles ne seraient rien sans la société civile que vous représentez, bien entendu, et tout particulièrement sans les échanges entre jeunes. Et c'est Jérémy Rossignol qui va particulièrement nous en parler. Monsieur Rossignol est diplômé de Sciences Po Bordeaux. Il travaille depuis plusieurs années à l'OFAGE, où il est actuellement chargé de la formation professionnelle, des échanges universitaires et des volontariats. Je profite de l'occasion pour dire que nous avons le plaisir à l'Université d'Aix-Marseille d'accueillir une volontaire OFAGE. Donc merci, Monsieur Rossignol. Alors, dans le cadre de ses fonctions, il développe, il pilote des programmes d'échange et de mobilité pour les jeunes des deux pays. Et il a, depuis très longtemps, été engagé dans ce domaine. Notamment, il a été 5 ans chef de cabinet auprès des secrétaires généraux de l'OFAGE. Voilà donc pour les personnes que vous avez en face de vous. Mais je voudrais insister sur le fait que, bien sûr, c'est une table ronde. Nous allons bénéficier de l'expertise de spécialistes des échanges et des relations culturelles, de l'économie et des échanges entre jeunes. Mais nous sommes absolument et surtout intéressés par vos interventions. Donc vraiment, nous vous encourageons à vous faire votre place dans cette table ronde, et un micro circulera après les interventions de nos spécialistes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, faites vos remarques, et c'est un dialogue qui s'ouvre ce soir. Alors, dans un premier temps, j'aimerais demander à nos intervenants leur point de vue sur cet anniversaire que nous célébrons. Qu'est-ce que cet anniversaire représente pour vous, ces 60 ans? Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Personnellement, est-ce que c'est important pour vous? Peut-être on va poser cette question d'abord à Monsieur Rossignol. Voilà, il faut partager ce micro et allumez-le en poussant le petit bouton vers le haut. Voilà. Excusez-moi. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous accueillir ici pour cet événement, dans cette salle un peu emblématique pour parler du couple franco-allemand.
Donc je crois que c'est assez ironique. En tout cas, pour moi, aussi pour l'OFAGE, c'est une année un peu particulière puisque on fête effectivement les 60 ans du traité de l'Élysée, donc créé en 1963, mais on fête également les 60 ans de l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui a été créé dans le cadre du traité. Donc c'est vraiment un double anniversaire pour nous cette année. Ce n'est pas rien puisque on revient quand même sur 60 ans d'échanges franco-allemands de jeunes et plusieurs générations qui ont été marquées par ces mobilités, ces expériences interculturelles. L'OFAGE, peut-être juste pour vous dire exactement de quoi il s'agit, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde ici dans cette salle. L'OFAGE, en fait, c'est une organisation internationale qui a été créée pour susciter les rencontres, les échanges entre les jeunes des deux pays. De façon à les rapprocher, à créer des interactions, à leur permettre de découvrir la culture de l'autre. Et donc depuis la création de l'OFAGE, en fait, il y a près de 9,5 millions de jeunes qui ont participé à ces échanges. C'est pas rien et c'est un petit peu ce qu'on célèbre cette année en fait pour ces 60 ans et dont on est assez fiers à l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Par ailleurs, ce qui est important de dire aussi, c'est que ces échanges, ils sont extrêmement divers. Ils touchent à des domaines très différents, que ce soit des échanges scolaires, universitaires, dans le domaine de la formation professionnelle, pour des jeunes qui rentrent dans la vie active, et dans plein d'aspects différents, que ce soit le culturel, le sportif, les sciences, les débats d'idées, c'est extrêmement, extrêmement large. Et nous, notre but à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, c'est vraiment de toucher les jeunes donc de 3 à 30 ans, quelle que soit leur étape de vie en fait, en leur permettant de s'ouvrir, de voyager, de participer à une rencontre avec les jeunes de l'autre pays. C'était vraiment dans l'idée de la création de l'OFAGE, avec le traité de l'Élysée, c'était plus jamais la guerre, et plus jamais la guerre en permettant aux jeunes générations de se connaître, de s'approprier la culture de l'autre pour construire une Europe de la paix tout simplement. Donc ça c'est un point important à rappeler, et c'est vrai que pour ce 22 janvier, donc, qui marque vraiment cette journée franco-allemande un peu symbolique, on l'a fêté en grande pompe notamment à Paris avec un certain nombre d'événements. Il y a eu un conseil des ministres franco-allemands, il y a eu une déclaration commune des deux chefs d'État à la Sorbonne devant une assemblée parlementaire franco-allemande. Donc ça a été très visible. Et nous, l'OFAGE, on était aussi associés avec des projets particuliers qui ont été mis en avant à ce moment-là. Il y a eu un très beau concert, par exemple, au Panthéon, avec des jeunes de l'orchestre Demos, des jeunes donc des deux pays. Donc ça a été quelque chose qui est assez fort et qu'on voit dans les images. Mais nous, ce qu'on veut aussi fêter cette année, c'est l'engagement de la société civile depuis 60 ans maintenant pour les échanges, pour créer des liens au sein de la société qui deviennent des liens très durables et qui se retrouvent à travers de nombreuses générations. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si l'OFAGE peut quelque part s'enorgueillir de ce beau résultat, 9,5 millions de jeunes, c'est surtout et grâce à la société civile en fait, qui porte tous les échanges que l'OFAGE soutient au quotidien. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et quand je parle de société civile, c'est très très large. Hein. C'est des étudiants, des jeunes à titre individuel, des associations, notamment dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation. C'est tout cet écosystème qui est vraiment essentiel. Et c'est ce à quoi nous, à l'OFAGE, on va s'employer cette année, c'est de faire vivre ce réseau-là, de le mettre à l'honneur à l'occasion de cet anniversaire. Et c'est pour ça qu'on a lancé par exemple un appel à projet où il y a eu plus de 200 candidatures, et on va soutenir dans ce cadre-là tout au long de l'année des projets portés par la société civile et les mettre en avant. Je crois que c'est vraiment un point important. Voilà, donc pour nous c'est effectivement un double anniversaire, et surtout un anniversaire qui vise à mettre en avant la société civile et les 60 ans de liens qui sont très forts entre ces deux sociétés. Merci beaucoup. Je vais poser donc la même question à Monsieur Lallemand. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces 60 ans, à vos yeux? Personnellement, je suis de près ou de loin les relations franco-allemandes depuis une bonne trentaine d'années maintenant. C'était mon premier job. Et je me souviens, c'était à l'époque de l'unification. Donc moi, je suis économiste de formation, et l'époque de l'unification allemande était particulièrement passionnante pour la relation franco-allemande qui était tendue.
Et pour moi, d'ailleurs, les relations franco-allemandes, il y a la dimension importante de la réconciliation, de l'amitié. En tant qu'économiste, moi, je vois surtout les difficultés à faire converger les points de vue à partir d'intérêts souvent divergents entre les pays. C'est légitime, mais pour faire avancer l'Europe, puisque le franco-allemand, ça a surtout de la valeur pour le projet européen, paix, mais aussi prospérité. Et donc, il faut travailler pour arriver à trouver des compromis utiles. Donc, la formule de Olaf Scholz dimanche, je la reprends moi-même. Et je trouve qu'elle est très bonne pour décrire le franco-allemand, quelle que soit la dimension d'affinité intellectuelle, de proximité, d'amitié, etc. Il y a de fait souvent des positions qui peuvent paraître contradictoires au premier abord. Après aussi, peut-être des styles aussi chez nos gouvernants qui les font raisonner différemment. Les institutions sont différentes, etc. Il y a beaucoup d'asymétrie dans le franco-allemand. Moi, ça me frappe toujours. Outre le fait qu'on a des cultures très différentes, des styles politiques très différents, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment la formule de Olaf Scholz que je trouve très bonne pour dire ce que c'est que le franco-allemand. J'ajouterais un point pour dire aussi un petit peu qu'il y a ce travail d'institutionnalisation du franco-allemand, c'est ça le traité de l'Élysée en 63, quels que soient tous les liens qu'il y a pu y avoir avant, les jumelages, etc. J'ai vu que par exemple Aix-en-Provence est jumelé avec Tübingen depuis 1960. Donc il y a pas mal de choses qui remontent bien avant 63. Mais 63, c'est donc on a dit la création de l'OFAGE et de pas mal d'autres institutions. Et ces institutions sont très importantes pour justement faire qu'on a des échanges intellectuels, des rencontres, et on arrive à mieux se comprendre. Et alors sur le plan économique, évidemment, c'est très important. Et là où je travaille, donc ça s'appelle France Stratégie, on est en charge de mettre en œuvre un des dispositifs qui a été créé depuis le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est Aix, pas en Provence, mais La Chapelle en Allemagne, en 2019. Et donc c'était pour prolonger, mais aussi mettre un peu au goût du jour le traité initial de l'Élysée de 63. Il y a pas mal de dispositifs qui ont été créés, et nous, à France Stratégie, on est le secrétariat avec un partenariat allemand pour l'un des dispositifs créés dans ce cadre-là, qui s'appelle le Forum d'avenir franco-allemand. Et donc là, par exemple, dimanche, on était là à Paris, au ministère des Affaires étrangères, devant, il y avait la ministre française des Affaires européennes, son homologue allemande, et puis aussi la ministre allemande, ministre fédérale en charge de l'éducation et de la recherche, qui pilote du côté allemand le Forum d'avenir dont je vous parle. Et donc on leur a remis nos recommandations à l'issue d'un premier cycle de travail. On a eu un petit échange avec elles. Donc c'est des souvenirs un peu marquants, effectivement, quand on voit de près aussi. Ça ne nous arrive pas souvent, hein, je vous rassure, de voir les ministres, surtout dans un cadre franco-allemand. Donc là, c'était une occasion intéressante, justement, pour voir de près ce que c'est, y compris au plus haut niveau. Mais là, le Forum d'avenir, j'aurai peut-être l'occasion d'en dire encore un mot. Ce qui est particulier, c'est qu'on part des terrains, des communes, de bonnes pratiques pour essayer de voir comment on peut s'en inspirer à l'échelle locale, régionale, mais éventuellement aussi à l'échelle nationale. Voilà, donc finalement, ces 60 ans, c'est l'occasion pour vous enfin, si je comprends bien, de relancer également des tas de choses et de mettre en relief des nouvelles idées. On va en reparler, évidemment. Alors, du côté de la culture, qu'est-ce que ces 60 ans représentent, hein, cet anniversaire, cette célébration ? Donc, il faut... Très bien, bonsoir. Je vais peut-être commencer par un truc assez personnel. J'ai un peu plus de 60 ans. Enfant, je n'ai pas connu la coopération franco-allemande, mais pourtant, c'est-à-dire depuis 40 ans, je dirais plus de 40 ans, c'est une partie de ma vie. Et qu'est-ce que ça signifie ? Pour moi, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie une autre forme de patrie, puisque venant de l'Europe de l'Est, ayant coupé tous les liens avec l'Europe de l'Est, avec la famille, le franco-allemand était une sorte de nouvelle patrie. Et pourquoi ? Parce que ça dépassait le national.
Et ça, c'était pour moi, jeune, très important. Je ne voulais pas être allemand, mais je ne voulais pas être non plus français. C'est-à-dire, c'était l'idée comment dépasser les tas de choses, comment dépasser les États qui ont fait la guerre. Et alors là, le franco-allemand constituait une forme, hein, un essai, la modernité, hein, pour ainsi dire, pour dépasser cet État, ces nationalismes, ces États nationaux. Et Jérémy, ce que vous avez dit, ça c'était aussi un tournant pour nos sociétés, et je suis persuadé que dans le franco-allemand se reflète aussi le cheminement de nos sociétés vers la vraie modernité. Par exemple, les jeunes. C'était, je pense, une des idées clés, bien entendu, du franco-allemand, du traité d'Élysée, de s'occuper des jeunes. Parce que qu'est-ce que c'était avant les jeunes? On s'en foutait royalement. Hein? On les élevait d'après des règles normalement assez sévères, strictes. On connaît tout le militarisme en allemand, hein, comme ça. Et là, on se disait, alors on va s'ouvrir, on va les prendre au sérieux, les jeunes. Ce n'était que le début, mais on va les prendre au sérieux. Hein? Parce qu'on sait bien, si on ne les prend pas au sérieux, ça va encore mal finir. Hein? Donc c'est ça, pour moi, qui constitue la coopération franco-allemande. Et puis, pour dire un mot sur la culture, parce que, comme tu as gentiment dit, Catherine, on vient de publier, d'éditer cet ouvrage-là, qui a presque 700 pages, et qui ne couvre que la période depuis 1945, et ce qui veut dire, vous ne pouvez pas faire un lexique comme ça entre deux autres nations. Impossible. Si vous le faites entre, disons, les Allemands et les Italiens, où on a aussi beaucoup de contacts, ça ferait peut-être 150 pages, 200 pages dans cette façon-là. Donc ça aussi, c'est le franco-allemand, une densité exemplaire de contacts. Et qu'est-ce qu'il faut retenir? Et après, je vais terminer, parce que j'aurais peut-être d'autres choses à dire. Travaillons maintenant en Roumanie, c'est-à-dire dans un pays tiers, il a été, je pense, une chance qu'après 1945, les rapports franco-allemands se sont constitués d'en bas et d'en haut. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est un modèle unique où l'État, et Monsieur l'Allemand, vous venez de le dire, est toujours en train de créer des institutions, hein, des associations, des programmes d'une part, mais d'autre part, beaucoup de ces initiatives naissent dans la société civile. Tous les jumellages, par exemple. Donc ce mélange entre d'en haut et d'en bas a fait l'exemplarité de ces rapports franco-allemands. Et on se rappelle très bien que dès 1945, des gens comme Grosser, Rovon ont tout mis en œuvre pour se réconcilier et ont commencé ce processus qui, en fin de compte, avec le traité d'Élysée, ne trouve qu'une forme écrite de quelque chose qui était déjà entamé longtemps avant. Oui, merci beaucoup, effectivement. On a bien connaissance de ces acquis et de ces atouts, hein, comme tu viens de le rappeler, la société civile d'une part et les impulsions d'en haut, les impulsions institutionnelles. Ça joue bien sûr un rôle également dans la culture. Est-ce que Nicole, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je veux bien rajouter quelque chose, parce que pour moi, évidemment, comme je pense pour nous tous, le franco-allemand est finalement quelque chose de ma vie quotidienne. Hein. C'est-à-dire que je suis pleinement dedans, pas seulement en tant que, comme tu l'as dit, directrice du collège doctoral franco-allemand, mais aussi très attachée à l'université franco-allemande, donc et à l'OFAGE, par exemple, et aussi l'Institut français, l'Institut Goethe, donc parce qu'il faut aussi souligner qu'il y a une très bonne coopération entre, par exemple, les deux. Tu peux en parler aussi tout à l'heure encore, mieux que moi. Mais je veux dire, on est vraiment dans notre vie constamment, pas confrontés, mais dans le franco-allemand. Avec les étudiants,
Et ça, c'est assez intéressant que je pense que pour nous, les 60 ans, c'est uniquement pour une occasion aussi pour faire rappeler l'importance de cette relation, aussi pour d'autres personnes dans la société civile et aussi des personnes, les politiciens, qui ne sont pas justement tout le temps concernés par ces questions, par ces thématiques, etc. Donc c'est une occasion de rappeler aussi l'importance de ces relations. Parce que je pense, en général, soit il y a des gens en France ou en Allemagne qui s'intéressent absolument pas du tout à ce genre de questions, soit c'est plutôt la normalité. Et je pense que c'est entre les deux où il faut faire attention, que justement, qu'on comprend très bien ou qu'on rappelle toujours ce que tu as bien expliqué, qu'il y a vraiment une spécificité de ces relations. Je vois ça très bien avec les étudiants qui arrivent à la fois pour moi toute année, chaque année il y a des nouveaux étudiants qui arrivent et qui s'intéressent à des questions parce que je dirige un master sur les études interculturelles franco-allemandes. Donc évidemment c'est des étudiants qui parlent très bien le français, qui parlent très bien l'allemand et qui s'intéressent au franco-allemand. Mais en général, ils ne connaissent pas grand-chose. Et toi, tu as évoqué tout à l'heure des noms Alfred Grosser. Je pose toujours la question, chaque année, qui parmi vous connaît Alfred Grosser? Et il faut dire qu'en général, je suis toujours étonnée que justement, on oublie ces médiateurs. On se rappelle encore de Gaulle et Adenauer qui ont signé le contrat, mais on a une tendance à oublier quand même les médiateurs qui sont nécessaires, qui sont derrière tout cela, les médiateurs qui ont créé par exemple le jumelage entre Tübingen et Aix, dont on profite toujours encore aujourd'hui. On oublie que d'abord, il y avait aussi une coopération entre, déjà à l'époque, l'université d'Aix-en-Provence et l'université de Tübingen, qui était surtout soutenue par un germaniste encore oublié, Pierre-Paul Sagave, qui était... Alors, je veux dire, tout simplement, ce dictionnaire, hein, c'est aussi... finalement, l'essai de ne pas faire oublier tous ces médiateurs, tous ces gens qui ont finalement créé cette situation dont on peut profiter aujourd'hui, je pense, tout le monde. C'est ça que je pense, pourquoi je trouve cet anniversaire vraiment important. Oui, merci beaucoup effectivement de le rappeler. C'est effectivement, on vit quand même dans un monde relativement indifférent finalement à ces relations franco-allemandes, et c'est important de le rappeler à l'occasion, une fois tous les ans, et particulièrement quand on fête les 60 ans quand même. Hein. Mais effectivement, on devrait là aussi rappeler peut-être plus souvent ces médiateurs et pas seulement le traité, le rôle d'hommes et de femmes entre nos deux nations, effectivement. Alors, ces relations anciennes, hein, on vient d'entendre qu'elles sont évidemment le traité de l'Élysée, c'est déjà un aboutissement, hein, le rôle de médiateurs qui ont permis le traité. Mais déjà, 60 ans, c'est très long, hein, si on se penche maintenant sur ces années écoulées. Et bien sûr, dans une longue période de 60 ans, il y a eu des hauts et des bas. Des tensions, des périodes plus simples. Et Monsieur Lallemand, vous avez déjà évoqué des crises qui sont peut-être... le lot de relations intenses aussi. Hein. Donc peut-être on pourrait revenir sur certains de ces moments, mais peut-être tout simplement vous entendre vous. Qu'est-ce qui pour vous est un moment clé, un moment charnière, un moment de crise ou un moment de bascule, mais également les dynamiques qui sont à l'œuvre ou qui ont été à l'œuvre par le passé, les acteurs
qu'on peut mettre en avant? On commence par vous, Nicole et Joachim. Oui, c'est une grande question. Surtout, je suis d'avis qu'on met trop le focus sur le couple dirigeant. Ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi actuellement. Donc, chaque sourire, chaque mot que Macron et Scholz disent est vraiment pesé. Donc, alors, oui, parfois les gens s'entendent bien, parfois ils s'entendent moins bien, parfois ils sont sur la même onde politique, parfois moins, ça arrive. C'est pour ça, et je pense que ça, c'était toujours la force dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, que le franco-allemand a su créer des rituels, mais aussi des institutions, des choses qui continuent malgré tout. Et là, tout dernièrement, en 2019, et je pense que Jérémy va en parler, le fonds, le Bürgerfonds, le fonds donc franco-allemand, par exemple. Donc ça, c'est très important. Ça, c'était vraiment les moments les plus importants où on a créé des institutions, à commencer par l'OFAGE, après l'université franco-allemande, qui était avant le collège franco-allemand. Il y a aussi d'autres institutions qui ont eu moins de succès, comme le Haut Conseil culturel franco-allemand, par exemple, et d'autres. Donc Arte, par exemple, on vient de fêter à Bucarest les 30 ans d'Arte avec un festival sur une semaine. Et par exemple, c'était en 93, donc en 92, pardon, qu'on a fondé Arte. Ça, c'était un moment magnifique pour les relations franco-allemandes, puisque aujourd'hui, Arte, c'est une chaîne européenne. Et il faut dire toujours, on ne peut pas penser le franco-allemand sans la dimension européenne. Hein. Et donc, on a fêté, si vous voulez, un tout petit peu l'Europe en fêtant les 30 ans d'Arte la semaine passée à Bucarest, puisque Arte a travaillé aussi avec beaucoup de metteurs en scène, des réalisateurs roumains, par exemple, avec des acteurs, et aussi d'autres pays. Donc, c'est ça. Et puis, et ça c'est la grande question qui se pose, si tu parles des moments importants ou des crises, à quoi on peut encore penser aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut encore créer des choses? Est-ce qu'on peut faire encore des choses? Ou est-ce qu'il y a une sorte de saturation d'une part et un manque de volonté d'autre part? Puisqu'il y a un développement général qu'on connaît à peu près dès la moitié, du milieu des années 90, c'est on ne veut plus construire des institutions, hein, des infrastructures. Et si on crée quelque chose, on crée des fonds, hein, c'est-à-dire des fonds où on met l'argent, et qui en plus gérés par des institutions existantes, mais on ne crée plus d'institutions. Et ça, c'est une véritable question à laquelle, à vrai dire, je ne peux pas vous donner une réponse non plus, mais ça, c'est pour moi le défi. Comment cette institutionnalisation des rapports franco-allemands va trouver son avenir? Dans quelle mesure on va continuer? Et ça concerne pas seulement la culture, ça concerne bien entendu tous les secteurs, quand on pense par exemple à la brigade franco-allemande et à d'autres, et peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure quand on va parler plutôt des choses encore à faire ou comme ça. Voilà, merci. Oui. Merci. Nicole, tu veux ajouter quelque chose? Non, j'aimerais tout à l'heure. Ok, plus tard. D'accord. Donc, je pose cette question également des crises, des moments de bascule, mais aussi des dynamiques à Monsieur Lallemand, peut-être sur le plan économique. Vous avez déjà évoqué le grand moment de tension qui était bien sûr la réunification allemande, où il y a eu beaucoup de choses à régler, à remettre en place, mais aussi en mouvement entre la France et l'Allemagne. Et peut-être vous pensez à d'autres choses. Oui, alors je ne reviendrai pas effectivement sur l'unification allemande, c'était il y a plus de 30 ans, mais déjà, la France avait du mal à admettre que la géographie est la géographie. Là, il y a un déplacement encore plus à l'est en ce moment avec l'Ukraine, bientôt peut-être la Géorgie également, la Moldavie. Voilà, il faut faire avec, c'est pas la peine de se crisper, mais bon, je clôt cette petite parenthèse. On avait déjà eu un peu le même genre de crispation en France il y a 30 ans, quand l'Allemagne s'était réunifiée, alors qu'on proclamait en principe qu'on était en faveur de l'unification allemande, mais vous voyez, quand c'est arrivé, on a vu les difficultés pratiques, il y a des problèmes de solidarité à l'époque
sur le plan économique. Bon, j'y reviens pas, mais je mentionnerai peut-être un élément plus récent. Alors vous vous souvenez que vers 2007-2008, il y avait une grande crise financière qui était devenue une crise économique, et puis les crises de la zone euro quelques années après. Et alors ce qui me paraît intéressant, c'est que sur le moment, on avait du mal à réagir de manière vraiment adaptée aux enjeux. La Grèce menaçait de faire sécession et peut-être même de faire éclater la zone euro. L'Italie semblait être un gros problème avec sa dette publique, etc. Et on s'est rendu compte qu'au fond, miser uniquement sur la possibilité des marchés de corriger les déséquilibres par eux-mêmes, en fait, c'était un peu une vue de l'esprit. Les taux d'intérêt, au lieu de plonger plutôt la tête dans l'eau des pays déjà endettés, donc c'était un peu la double peine pour les pays qui avaient des difficultés économiques. Ce qui me frappe, c'est qu'on a un peu tiré les leçons de ces difficultés. Et 10 ans après, en 2020, quand est arrivée la pandémie, dont vous vous souvenez bien, on n'a pas refait la même erreur et on a créé un fonds, hein, on parlait de fonds à l'instant, on a créé un fonds de relance européen avec une dimension de solidarité qui avait manqué justement 10 ans avant quand on avait la crise de la zone euro. Et cette fois, on a compris qu'il fallait être solidaire et par exemple concrètement à travers un financement commun où tous les États sont solidaires pour une grande partie de ce plan de relance qui représente plus de 700 milliards d'euros sur plusieurs années évidemment. Et donc ça c'est nouveau, l'idée que les pays membres sont solidaires et responsables collectivement d'une partie de ce fonds. Donc ça, on n'arrivait pas à se mettre d'accord avant. Et là, c'est un peu une percée qu'on a observée. Certains ont mentionné l'idée d'ailleurs d'un moment hamiltonien en faisant référence au contexte américain, hein, le début, lorsque les Américains sont devenus indépendants. Et ce moment hamiltonien, c'était en quelque sorte le moment où les États fédérés américains ont créé une dette commune à l'échelle fédérale, ce qui n'existait pas avant. Et là, on n'a pas encore ça en Europe, mais on a fait un premier pas qui permettrait éventuellement d'aller dans cette direction-là. Donc il y a le symbole, et puis concrètement, c'est quand même quelque chose d'important. On n'a pas encore beaucoup de choses concrètes qui permettraient aussi d'aller un peu plus loin, mais on va peut-être y venir, des impôts communs européens. Là, par exemple, on envisage, et la Commission européenne a validé l'idée, de créer une taxe carbone aux frontières, hein, pour éviter les problèmes de dumping climatique. En gros, c'est les pays qui n'intègrent pas dans le coût des marchandises les coûts pour l'environnement et les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour corriger ça, on envisage de faire ce mécanisme d'ajustement à la frontière extérieure de l'Union européenne. Et donc ça pourrait accessoirement aussi créer une source de financement, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est surtout de faire en sorte qu'on puisse avoir des conditions de concurrence qui soient correctes et qui prennent en compte un peu les enjeux de l'environnement, du changement climatique. Donc on voit avec ce genre d'exemple qu'on a des points qui nous donnent un peu d'espoir et nous mettent un peu de baume au cœur. On est capable d'apprendre aussi de certaines erreurs. Parfois c'est un peu lent, hein, c'est le problème qu'on trouve sur tous les sujets européens, mais on avance quand même. Et je mentionnerai enfin, pour finir sur ce point, que j'ai mentionné qu'on avait un peu la crise de la zone euro il y a une dizaine d'années, et on avait cette crise notamment parce qu'on avait mis en commun la politique monétaire avec un instrument qui est la Banque Centrale Européenne, mais on n'avait pas le deuxième pied pour avancer de manière équilibrée, qui était la politique budgétaire. Donc là, c'est vraiment l'idée que maintenant, on a quelque chose qui permettrait d'avoir une plus grande résilience de la monnaie unique, hein, et de l'Union économique et monétaire européenne, en créant donc un pilier budgétaire. Hein. Donc voilà un peu les enjeux. Ce n'est pas encore complètement terminé, mais on a fait des pas significatifs pour arranger les choses. Oui, merci. Effectivement, c'est lent, mais ça progresse. C'est ce que je retiens de votre intervention. Et pour vous, Monsieur Rossignol, quelles sont les dynamiques, les points de bascule que vous voyez? Disons que nous, en tant qu'organisation bilatérale parfaitement intégrée, les hauts et les bas, on les expérimente au quotidien, pour ainsi dire, puisqu'il faut déjà vous imaginer qu'on est une structure
complètement bicéphale, donc avec 2 secrétaires généraux qui ont le même pouvoir et un conseil d'administration présidé par les 2 ministres en charge de la jeunesse. Donc vraiment un mode de fonctionnement complètement paritaire, qui fait que, évidemment, au quotidien dans notre pratique, voilà, on est amené à avoir des discussions très longues et qui sont révélatrices aussi des divergences culturelles qui sont le fondement de nos fonctionnements étatiques ou autres. Et ce qu'on constate quand même, c'est qu'on arrive toujours à trouver un compromis, et souvent le compromis il est de très bonne qualité parce qu'il y a un mélange des points de vue en fait. Donc ça c'était juste un propos liminaire, et aussi peut-être pour faire le lien avec l'identité propre de l'OFAGE. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, à travers notre travail, nous, dans le domaine de la coopération internationale de jeunesse, c'est de voir à quel point les évolutions géopolitiques ont de l'impact sur notre travail, et en quoi aussi ce qu'on fait, nous, à l'échelle franco-allemande, peut être quelque part précurseur pour d'autres développements après, au niveau européen, par exemple. Je reviens peut-être sur le développement des programmes en format trinationaux à l'OFAGE, parce que c'est quand même assez emblématique. C'est vrai que dès les années 70, en fait, les programmes de l'OFAGE se sont ouverts à d'autres pays de l'Europe, ce qu'on appelle les pays tiers, à un moment même où en fait les programmes européens étaient complètement embryonnaires, en tout cas les programmes européens pour la mobilité des jeunes. C'était vraiment complètement novateur, donc ça a commencé avec une ouverture avec les pays intracommunautaires, parce qu'on parlait de communauté européenne à l'époque, et ensuite avec de l'extra-communautaire. Donc déjà ça, c'était vraiment un pas énorme par rapport au dispositif qui était en place à l'époque. Et l'idée déjà qui préoccupait un peu les pères fondateurs, ou en tout cas les instances de direction de l'OFAGE, c'était de dire, voilà, on est déjà en train d'expérimenter quelque chose d'incroyable, et ce serait intéressant d'essaimer à l'échelle européenne et de faire partager cette idée de réconciliation, en fait, surtout dans des pays ou des zones européennes, des zones géographiques, pardon, où il y a une histoire particulièrement difficile, en fait, et où cette expérience de la réconciliation peut s'avérer utile. Et justement, on parlait tout à l'heure de la réunification allemande. Ça a été, je pense, une période clé par rapport à ça. Aussi parce qu'elle a aussi été suivie par ensuite toute une période de préparation d'élargissement de l'Union européenne à l'Est. Et nous, ça s'est beaucoup ressenti au niveau de l'OFAGE, puisqu'il y a eu beaucoup de questions par rapport au positionnement de l'OFAGE vis-à-vis des pays d'Europe centrale et orientale. Comment on se positionne? Évidemment, l'Allemagne voulait absolument qu'on développe des projets trinationaux avec ces pays-là. La France était beaucoup plus sur le recul, mais la France avait beaucoup intérêt aussi à ce qu'on développe les projets avec le Maghreb, par exemple, de par son positionnement géographique. Et donc on est arrivé à un compromis qui a fait qu'on a ouvert d'un coup les échanges en format trinationaux avec d'une part les pays d'Europe centrale et orientale, et d'autre part avec des embryons d'échanges aussi avec les pays du Maghreb. Et on est arrivé là à un très beau compromis, par exemple, qui a été une révolution dans les échanges franco-allemands soutenus par l'OFAGE. Et puis ça a continué aussi après par des faits marquants comme la guerre en Yougoslavie. C'est ça qui a été un peu l'élément déclencheur pour les programmes trinationaux de l'OFAGE avec les pays des Balkans occidentaux, pour ne citer que ça. Les révolutions au Maghreb, le printemps arabe aussi a fait qu'on a beaucoup développé depuis les années 2011-12 les programmes avec le Maghreb. On a obtenu il y a peu de temps aussi un fonds spécifique pour soutenir les projets trinationaux avec les pays du Maghreb. Et donc tout ça, ça montre qu'il y a des lignes qui bougent et qui sont très sensibles en fonction des enjeux géostratégiques. Pour vous citer un exemple aussi, tout le travail de l'OFAGE a inspiré, a contribué à la création d'un office régional pour la coopération de la jeunesse dans les Balkans occidentaux, qui s'appelle RICO par exemple, qui a été créé en 2015 ou 2016 plutôt. Et ça, c'est quand même un symbole extrêmement fort d'arriver à construire un office dans une zone géographique avec un passé aussi lourd et des interactions aussi compliquées. Donc ça montre aussi voilà, en quoi le couple franco-allemand, en quoi la coopération franco-allemande peut être source d'inspiration et déboucher à des résultats très concrets qui émanent de cette dynamique-là. Et effectivement, Joachim a cité tout à l'heure le Fonds citoyen franco-allemand. Ça aussi, c'est un nouveau dispositif qui a été mis en place dans le cadre du traité d'Aix-la-Chapelle, qui a, on va dire, donné un petit coup de fouet au volet société civile de la coopération franco-allemande. Donc ce fonds citoyen franco-allemand, il a été créé vraiment en 2019 suite à la signature de ce traité-là. Sa mise en place, elle est accompagnée par l'OFAGE. Et il vise à soutenir en fait les projets portés par la société civile. Donc c'est vraiment le petit frère et un complément quelque part de ce que fait l'OFAGE, avec la possibilité de soutenir des projets qui sont portés voilà, par des collectivités locales, par des citoyens, sans que ce soit forcément des projets jeunesse. Donc ça aussi c'est
bel exemple voilà, d'une avancée concrète et qui marque, je pense, quand même un tournant dans les coopérations, sachant que son citoyen, il rencontre un succès incroyable. Il a déjà eu une augmentation budgétaire votée par le Bundestag, rendez-vous compte, en un temps record. Donc ça montre qu'il y avait un vrai besoin et que c'est un succès. Donc ça, c'est quand même une note positive et je pense que ça restera quand même une réalisation très concrète et performante du traité d'Aix-la-Chapelle. Il n'y en a pas tant que ça, mais celle-ci, on peut la citer. Oui, alors j'aimerais ajouter justement que cette question d'élargir les relations franco-allemandes me semble essentielle. En tout cas, personnellement, c'est un de mes... Parle dans le micro, d'accord, ok. Alors, pour moi, cette question, comment on peut aussi transmettre les expériences, comment on peut faire vivre peut-être ailleurs ces leçons qui ont été, je ne sais pas à qui, mais en tout cas, on a compris peut-être quelque chose. Est-ce que c'est transmettable? Est-ce qu'on peut apprendre quelque chose? Est-ce que des relations franco-allemandes. Est-ce que les relations franco-allemandes sont est-ce que c'est une modèle, le franco-allemand, ou plutôt une exception? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, et en tant que chercheur, évidemment, je suis intéressée à voir l'histoire, expliquer aux étudiants aussi l'arrière-plan de ce qui semble évident, etc. Mais en même temps, on a aussi parfois envie que ça soit beaucoup plus politique aussi, notre pensée, que ça soit pas seulement concentré sur le passé, mais aussi sur l'avenir. Et là, évidemment, il y a des questions qui se posent. Et sur nos expériences en tant que spécialiste pour le franco-allemand, il me semble très important de voir comment on peut transmettre nos expériences. On a fait avec Claire Demesme, qui travaille également à l'OFAGE, un livre sur les relations franco-allemandes vues de l'extérieur. Catherine, nous avons eu, par exemple, il y a 2 ou 3 ans, l'occasion d'inviter un collègue germaniste de la Corée qui a expliqué pourquoi en Asie le couple franco-allemand, par exemple, pour donner un autre exemple, le manuel franco-allemand de l'histoire, qui est aussi unique, ou qui était unique, parce que maintenant, on trouve aussi des pays qui essayent de faire pareil. Et donc, il y a plusieurs exemples, ou l'OFAGE même, hein, qu'il y a aussi l'office, pour traduire l'office polonais, allemand, germano-polonais de la jeunesse. Il y a des initiatives aussi dans d'autres pays. Donc, on voit très bien qu'il y a aussi des inspirations. Et ça, il me semble que c'est beaucoup plus important à réfléchir sur cette dimension-là que toujours de revenir. Évidemment, on le fait, il est très important aussi de connaître l'histoire, de connaître et de justement, comme j'ai dit, les médiateurs oubliés, de comprendre aussi comment ça fonctionne, que ce n'est pas seulement les politiciens qui décident quelque chose, mais c'est justement la société civile, l'université, etc., qui font... qui lance des initiatives, etc. Donc pour moi, c'est vraiment ça la question qui se pose. Évidemment aussi dans des situations de conflit, hein, là actuellement, tu as parlé de la guerre. Est-ce qu'il y a des choses... Après, il faut voir, évidemment, il ne faut pas non plus faire des fausses analogies. Ça, c'est aussi très, très dangereux, toujours, bien entendu. Mais est-ce qu'il y a des choses aussi qu'on peut transmettre? Parce que je trouve quand même que c'est un exemple exemplaire. Oui. Monsieur Lallemand, un commentaire. Oui, je voulais faire un petit complément. Le moment hamiltonien que j'avais évoqué, je n'ai pas été complètement clair. Je veux quand même souligner que l'Allemagne et la France ont joué un rôle clé à ce moment-là, mais ils n'étaient pas les seuls. La Commission européenne était également dans la barque, a joué un rôle très important, et l'Italie également. Donc voilà, c'est uniquement pour
donner un petit peu un contexte plus général, en effet, il ne faut pas avoir une optique trop restreinte et regarder que les deux pays. Alors, quand on regarde des configurations à trois, il y a le fameux, par exemple, le triangle de Weimar, c'est l'Allemagne, la France et la Pologne. C'est quand même plus compliqué. Il y a des difficultés, peut-être manque d'impulsion de la part du politique, peut-être aussi moins de vigueur du côté de la société civile. Après, on a aussi une coopération, il y a le traité du Quirinal, par exemple, récemment, entre l'Italie et la France. Il y a d'autres choses bilatérales, mais je suis complètement d'accord, c'est très difficile. Et en fait, c'est vraiment unique, et je rejoins complètement le propos de Joachim Umlauf. Le franco-allemand est vraiment unique, probablement à l'échelle internationale. Et alors, il y a un petit point, un mot aussi que je voulais rappeler, qui est dans les experts du franco-allemand, il y a l'expression théorème franco-allemand aussi, qu'on utilise parfois, qui consiste à dire le franco-allemand, c'est pas suffisant, parce qu'on n'est que, par exemple, l'Allemagne et la France, c'est 40% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Voilà, ça ne fait même pas la majorité. Il faut convaincre plus largement. Mais le terme franco-allemand, ça dit qu'on ne peut pas faire d'avancée à l'échelle européenne si au moins on n'arrive pas à se mettre d'accord en franco-allemand. Donc c'est ça vraiment l'élément stratégique qui est vraiment important pour le franco-allemand. Oui, alors nous avons encore quelques petites minutes avant de vous passer la parole. Donc je vous incite à préparer vos commentaires et vos questions dès maintenant. Mais on voudrait maintenant se tourner peut-être vers l'avenir. Et voilà, on va commencer par la jeunesse, bien sûr. Les défis, les espoirs qui vous portent, vous aussi, dans votre travail. Vous nous avez vraiment magnifiquement montré à quel point l'OFAGE, depuis très longtemps, est innovant et c'est une institution porteuse et inspirante pour d'autres. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir ou qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir ? Oui, on peut espérer parce que voir l'avenir, c'est toujours très compliqué. C'est pas évident dans le contexte actuel de faire des prévisions. Néanmoins, c'est vrai que nous, on considère actuellement qu'on est un peu à la croisée des chemins à l'OFAGE, parce que c'est vrai que là, on est dans une année anniversaire, on fait le bilan, on regarde un peu tout ce qu'on a fait, on essaie aussi de se projeter dans le futur. Il y a des très belles réalisations, comme je disais, 9,5 millions de jeunes, des liens qui sont pérennes au sein de la société civile. Ça, on peut qu'on s'en réjouir. Une nouvelle impulsion donnée par le traité d'Aix-la-Chapelle, on en parlait tout à l'heure. Et puis aussi une forte reconnaissance de ce travail-là qui est fait par l'OFAGE, par les deux États, etc. Ça, c'est plutôt une chose qu'on a constatée et qu'on célèbre cette année. Néanmoins, les défis sont quand même très, très importants dans le contexte actuel, surtout pour la jeunesse. Et c'est vraiment ce qui nous préoccupe, nous, actuellement, dans nos réflexions, surtout quand on essaie de se projeter au regard des crises, que ce soit la crise climatique, la pandémie, le contexte économique, notamment lié à l'inflation. Tout ça, c'est un point extrêmement lourd sur la jeunesse. Et je voulais peut-être revenir très rapidement sur les résultats d'une étude justement qu'on a lancée à l'occasion des 60 ans du traité de l'Élysée, qui a été commanditée à l'Institut de sondage Kantar, dont les résultats ont déjà été présentés en partie, qui a été menée donc auprès de 3000 jeunes quand même de France et d'Allemagne, auprès d'une population quand même assez large, et qui, je trouve, est assez riche d'enseignements pour l'OFAGE et qui pose beaucoup de défis aussi pour l'avenir. Tout d'abord, ce qui ressort de cette étude-là, c'est en fait que les crises ont un impact énorme sur cette jeunesse. C'est extrêmement prégnant dans les résultats des sondés, puisqu'on voit qu'il y a quand même moins d'un tiers de cette jeunesse qui s'estime satisfaite ou très satisfaite de son existence, de sa situation économique. Donc ça, déjà, ça montre à quel point il y a un poids énorme qui repose sur cette jeunesse-là. Donc ça nous interroge à l'OFAGE, évidemment. Il y a aussi le fait qu'il y a quand même 2/3 des jeunes Français et des Allemands qui se montrent très pessimistes par rapport à l'avenir. Ça, c'est pas une surprise. Notamment par rapport à la question de la participation politique et des institutions qui sont censées les représenter. Donc là, il y a vraiment un point d'insatisfaction qui est quand même très fort. Et évidemment, par rapport aux enjeux climatiques. Le plus gros défi qui est identifié par cette jeunesse-là, c'est le défi climatique. Donc ça, je pense que c'est quand même des données qui sont importantes. Elles ne sont pas surprenantes, mais je trouve que c'est bien de voir qu'il y a une convergence aussi des points de vue entre les jeunesses des deux pays, puisque ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire des sondages qu'on a pu mener à l'OFAGE. Ça, c'est déjà une notion importante. Et ce qu'on voit aussi, et ce qui se confirme en filigrane dans tous les sondages qu'on a pu faire pour cette étude, c'est que les déterminismes sociaux ont un rôle énorme sur le niveau d'enthousiasme.
Donc voilà, plus le niveau d'origine est modeste et plus l'enthousiasme va être dans les chaussettes. Donc ça, je pense que c'est un point important. Néanmoins, juste un point rassurant, c'est quand même qu'il y a plus de la moitié des sondés, des 2 pays, qui voient le franco-allemand comme une valeur refuge, encore. Donc ça, déjà, c'est une première donnée qui nous encourage. Et aussi sur le fait que s'engager peut permettre de changer les choses. S'engager, après, dans différentes formes que la participation politique traditionnelle, mais ça peut aider. Donc ça, je pense, c'est des notions qui sont importantes pour nous et pour répondre, pour savoir qu'est-ce que nous, on peut faire. Nous, au niveau de l'OFAGE, on voit ça comme un message très fort et on se dit, voilà, il faut vraiment renforcer tout ce qui est en lien avec l'éco-responsabilité, l'écologie dans les échanges, il faut renforcer l'inclusion et il faut vraiment renforcer aussi toute cette politique d'éducation citoyenne et en partant du principe que les échanges, ils nourrissent la démocratie en fait, ils permettent aux jeunes d'échanger, de partager leur point de vue et de s'ouvrir aussi à l'autre. Donc ça, je pense que c'est vraiment 3 points importants et qui vont beaucoup nous préoccuper à l'OFAGE. C'est vraiment comment répondre au scepticisme et aux besoins de cette génération-là qui sont en fait extrêmement importants. Merci. Voilà. Mais on reste évidemment très, très motivé et positif. Merci beaucoup. Monsieur Lallemand, vous nous avez montré que eh bien, les choses avancent. 10 ans, c'est quand même long entre la crise de 2008-2009 et le fonds, effectivement, pour réagir tous ensemble au niveau européen à la pandémie. Alors, est-ce que ça va nous prendre encore 10 ans, par exemple, pour comprendre qu'il nous faut une défense commune ? Ou est-ce que ça va nous prendre encore 10 ans pour nous mettre vraiment à travailler sur les défis énergétiques ? Qu'en pensez-vous ? Puisque vous revenez sur la crise monétaire, on peut voir des signes encourageants, comme par exemple dans le contrat de coalition qui a été négocié à Berlin et signé fin 2021. Il y a par exemple quelque chose qui concerne le pacte budgétaire européen. Donc ça, c'est traditionnellement une pomme de discorde entre Paris et Berlin. Arriver à se mettre d'accord sur comment, en gros, on encadre les politiques budgétaires pour éviter qu'il y ait trop de déficit, etc. Trouver les bonnes trajectoires de rééquilibrage des budgets publics. Là, on peut penser que les choses vont avancer assez rapidement parce que donc on a des signes assez tangibles. Sur la question que vous posez, alors les industries de défense, ça c'est vraiment en ce moment un des points les plus difficiles pour arriver à se mettre d'accord entre les capitales. Probablement parce que les 2 pays écoutent beaucoup leurs lobbies respectifs à l'échelle nationale. L'industrie de l'armement, chacun veut défendre un peu son précaré. Donc, il faut quand même arriver à faire prévaloir un intérêt commun. Donc j'espère qu'on va y arriver, mais ce n'est pas garanti. Ce ne sera peut-être pas très, très, très rapide. Mais là, sur l'avion de combat ou le char de combat, il y a quand même des signes qui montrent que les choses avancent un petit peu. Ça avance lentement, mais on peut quand même se dire que ça va finir par le faire à l'échelle européenne, même s'il y a toujours la tentation d'acheter du matériel américain ou de développer en France, dans son coin, des choses avec Dassault uniquement. Donc chacun a un peu tendance à avoir sa trajectoire, mais il y a quand même besoin et puis là aussi de s'ouvrir, d'avoir des partenaires espagnols pour l'avion de combat européen, par exemple, des choses comme ça. Les choses avancent, mais c'est lent. Sur l'environnement, vous évoquez, effectivement, ça c'est vraiment un des enjeux très importants, surtout aussi pour motiver l'Europe, les jeunes, et montrer que tout n'est pas perdu pour la génération qui vient et celle d'après au pluriel. Là, donc, on a besoin vraiment de faire des choses à l'échelle européenne. Et puis, je ferai un lien aussi avec les questions de souveraineté technologique qui sont un peu nouvelles dans le débat à l'échelle européenne. Alors, c'est un peu une thématique que Macron a développée un peu avant la partie allemande. Mais là, on a vu que Olaf Scholz, dans son discours de dimanche dernier, reprenait beaucoup à son compte et de manière très positive pas mal de points. Et donc, on peut se dire que là, on a compris de part et d'autre du Rhin que, par exemple, face aux Chinois, mais aussi face aux Américains, qui ont tendance à donner des moyens à leurs industries, à leurs technologies nationales, qu'on n'a pas forcément, nous, en Europe, notamment parce qu'on est très segmenté du point de vue national. Il y a vraiment besoin de faire des choses ensemble en Europe.
Et alors, face à la concurrence chinoise ou américaine, par exemple, là, on voit la politique américaine très, très offensive, avec des aides publiques massives. Il y a peut-être besoin d'assouplir un petit peu les règles européennes concernant le soutien des industries. Donc là, on y vient. Ce n'est pas encore fait, mais on a quand même des signes d'espoir. Voilà, je m'en tiendrai là. On pourrait développer davantage, mais bon, ça montre bien qu'on a besoin d'une Europe résiliente. Hein, c'est la leçon des crises. La dimension verte, on l'a évoqué, c'est vraiment prendre en compte la dimension environnementale qui est quand même déterminante et qui implique de produire différemment. Ce n'est pas uniquement la question des règles budgétaires, hein, sur lesquelles on a longtemps parlé entre l'Allemagne et la France, débat un peu stérile, etc. Mais là, il y a vraiment besoin de faire des choses très concrètes. Et les choses avancent, je pense. Il y a des projets communs avec une forte dimension franco-allemande, par exemple, pour développer une industrie européenne des batteries, pour l'électromobilité, ou des technologies de l'hydrogène, hein, pour parler d'énergie renouvelable. On a besoin de faire des choses ensemble, parce que si on le fait tout seul, on n'a aucune chance d'y arriver face à la concurrence de grands pays comme les États-Unis d'Amérique ou la Chine. Alors au niveau de la culture, même question. Alors, je voudrais faire 2 points, un point négatif, un point positif, si vous permettez, pour être très bref. Pour moi, le plus grand danger du franco-allemand, c'est le recul des connaissances linguistiques. Ouais. Donc là, et je veux dire, autrement dit, il n'est pas nécessaire que tout le monde parle le français et l'allemand. Et par exemple, l'OFAGE s'adresse à un public beaucoup plus large que ceux qui parlent les langues. Mais, et là on revient un tout petit peu à notre ouvrage, il faut des médiateurs entre les deux pays. Et ces médiateurs doivent s'intéresser à la culture, doivent s'intéresser à la langue et doivent savoir quelque chose. Pourquoi un tel réagit de quelle façon, pour expliquer aux autres pourquoi on fait ceci et cela. Ça, c'est un point très important. Il y a également actuellement une pétition de l'ADAF qui a écrit au président, et c'est vrai, ça reste pour moi un grand danger, et pas seulement en France et en Allemagne. Et je reviens par exemple à la Roumanie, où je travaille maintenant, ou bien aux Pays-Bas, où je travaillais aussi. C'est-à-dire, quand vous regardez les intellectuels de mon âge, tout le monde parle au moins 2 ou 3 langues européennes. L'allemand, le français, l'anglais, parfois l'italien. Hein. Bon, le russe, on le refuse en Roumanie par des raisons évidentes. Mais les jeunes, c'est anglais et c'est tout. C'est-à-dire il y a aussi un recul dans les pays tiers de ceux qui s'intéressent à la France et à l'Allemagne. Et en Roumanie, c'est tellement parlant parce que la Roumanie, il y a des centaines de cursus universitaires allemands et français. Et il y a un recul d'intérêt pour ces cursus parce que les jeunes ne maîtrisent plus les langues. Donc ça semble être sur plusieurs plans pour moi un point où il faut encore parler comment faire, comment améliorer. Le point positif, c'est pour vous dire, alors en Roumanie, on ne s'intéresse pas aux franco-allemands. C'est-à-dire, comme il n'y a pas à la télé ni à la radio, il n'y a pas des reportages sur ce qui se passe, on ne s'y connaît pas. Mais nous, les Allemands et les Français, on y fait des choses qui sont très bien et on montre, par exemple, qu'on peut dépasser l'unique narratif national. Les 2 ambassadeurs, l'ambassadeur allemand et l'ambassadrice française, qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine passée? Ils ont échangé leur poste. Bon, c'est symbolique, vous allez dire, mais pendant 2 jours, alors l'ambassadeur allemand a été à l'ambassade française et inversement. Et bien entendu, à ce niveau-là, c'est un grand signe de confiance aussi, parce qu'ils ont eu accès à tous les papiers qui circulent dans les ambassades. Hein. Ils ont fait partie des réunions, etc. Comme je vous dis, ils n'ont pas pris des décisions, bien entendu. Hein. C'est symbolique, mais c'est important. Ou un deuxième exemple, après je m'arrête pour vos questions aussi, nous, les instituts français et le Goethe-Institut, on fait beaucoup de choses ensemble en Roumanie. C'est-à-dire, je viens de vous parler de ce festival Art, mais il y a aussi le Fonds franco-allemand pour des manifestations culturelles dans les pays tiers, qu'on ne connaît pas du tout en France, pas du tout en Allemagne, logiquement, parce qu'ici, on ne peut pas avoir ce fonds-là. C'est-à-dire, dans tous les pays au monde, les Français et les Allemands peuvent développer des projets
culturels et recevoir des subventions pour ces projets-là, à condition qu'ils travaillent ensemble. Et nous faisons tous les ans un grand projet avec nos amis français. Cette année-là, c'est sur la chorégraphie. L'année passée, c'était par exemple un grand projet sur la musique rome, donc la musique des Roms en Roumanie et en France et en Allemagne. Et ça montre aussi notre esprit européen. Qu'on sait bien où sont les faibles, comment faut-il faire avec une minorité, quel est le développement européen qu'on veut bien avoir. Et ça, c'est des points très positifs pour moi, comme l'idée de créer des instituts communs franco-allemands définis dans le traité d'Aix-la-Chapelle et déjà réalisé à Palerme, ces jours-ci à Erbil en Irak et prochainement, si je ne me trompe pas, à Brasilia au Brésil. Donc, aller à l'avant, développer ces initiatives et essayer donc de dépasser nos anciennes traditions nationales, voire nationalistes. Merci beaucoup, c'est effectivement très enthousiasmant et assez stimulant. Des belles perspectives. Est-ce que ça vous inspire, cher public, à aussi proposer des choses ou à poser des questions? Fabiane, tu fais passer le micro et nous avons déjà une prise de parole. Merci. Bonsoir. Gute Nacht. Je suis très émue d'intervenir ce soir parce que moi aussi j'ai 60 ans. Je fais fi de ma coquetterie ce soir, mais voilà. Et parce que justement cette année, moi je suis la directrice et fondatrice de la Maison de l'Espagne, future Fondation hispanophone de Provence à Aix-en-Provence, depuis 25 ans déjà. Et la particularité, c'est que pour nous, c'est un grand combat parce que ça a beau sembler une évidence, nous ne surfons pas sur un traité de coopération qui a 60 ans, puisque le nôtre vient de naître. C'est-à-dire qu'il a été signé à Barcelone jeudi dernier, le 19 janvier, et que c'est un grand traité de coopération et d'amitié qui semble être quelque chose que l'on découvre, alors que nous le connaissons, nous le vivons au quotidien, la fameuse société civile, depuis bien longtemps déjà. Mais bon, ich habe Deutsch gelernt, ich habe alles vergessen, mais moi j'aime bien faire des ponts. Et le pont principal que peu de gens connaissent, c'est votre empereur, Charles Quint, qui était le petit-fils de notre reine, et donc le fils de Juana la Loca, et qui est actuellement enterré en Extremadura, à Yuste. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de liens qui nous ont échappé et qui nous échappent encore. Et je veux mettre aussi en perspective une autre date, qui est celle des 44 ans de la Constitution espagnole. Et donc je pourrais multiplier comme ça tout ce que je ressens, parce que je ne suis pas exactement du même côté que vous, mais je ne suis pas la seule du côté espagnol à l'éprouver. Et c'est un petit peu parfois des pincements au cœur, et puis d'autres fois une fierté aussi de porter un message que d'autres ne peuvent pas porter. Et je voudrais vous poser une question, bien que vous vous êtes plus proche que nous des dieux, mais vous n'êtes peut-être pas dans leur confidence. Pourquoi a-t-on attendu aussi longtemps pour prendre en considération une relation qui est naturelle, alors que, d'après tout ce que vous venez de dire, et je vous remercie vraiment parce que c'était très éclairant tout ce que vous avez exposé, c'est vraiment très touchant d'entendre tout ça, alors que cette relation donc, sur laquelle vous œuvrez n'est pas aussi spontanée, bien que finalement c'est pas tout à fait vrai, mais bon, c'est peut-être plus frappant que pour la relation espagnole, qui est plus latine et qui est peut-être s'impose peut-être plus. Pourquoi a-t-on attendu aussi longtemps, et pourquoi faut-il des dispositifs? Alors, c'est vrai, c'est pour l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est normal, mais pourquoi faut-il qu'en amont, on nous impulse et on nous institutionnalise pour réussir à prendre cette dimension qui finalement fait tellement de bien à tout le monde? Voilà, c'est juste une question, parce que j'en ai peut-être 100 en tête, mais voilà, je ne veux pas vous mobiliser, mais peut-être qu'à partir de là, vous pouvez décliner sur d'autres choses également. Oui, merci beaucoup, merci pour d'abord cette intervention, et puis pour votre question. Bien sûr, on va laisser nos intervenants répondre.
J'encourage vraiment vivement, notamment les jeunes qui sont dans notre assemblée à intervenir. Vraiment, ne soyez pas timides, on est heureux de vous entendre. Oui, alors c'est une question vraiment qui nous occupe tous. On est quand même dans le sud de la France. Et puis vous parlez d'institutionnalisation. Nos rois et les princesses espagnoles, elles ont construit et ils ont construit la paix entre nos deux pays. Il ne faut quand même pas oublier. Bon, ici, le rôle des Catalans, c'est quand même, il est dans le drapeau provençal, les couleurs, les couleurs, voilà. Et puis, nous, on pense aussi, eh bien, quand même, très longue guerre entre l'Espagne et la France. Et quelle belle paix que le mariage à Saint-Jean-de-Luz. Donc, l'institutionnalisation, peut-être, elle était déjà tellement ancienne entre nos deux pays. Peut-être que c'est peut-être une explication, mais certainement pas la seule. Et on est quand même aussi très heureux d'avoir maintenant ce traité d'amitié. Mais je vais laisser peut-être nos intervenants répondre. Ils ont sûrement aussi des idées à vous proposer. Est-ce que j'ai bien compris que vous voulez une explication pourquoi l'institutionnalisation des rapports franco-allemands? Non, mais... Oui, oui, mais bien sûr. Mais oui. En creux, alors ce qu'on explique aussi aux étudiants, chaque fois qu'on fait un cours sur l'histoire, alors l'histoire bien entendu de l'Allemagne, et je dirais depuis les débuts des nations, c'est-à-dire pas du XVIIe, XVIIIe siècle, mais du XIXe siècle, et la volonté de créer donc un pays, on ne peut pas comprendre l'histoire de l'Allemagne sans avoir l'histoire de la France. Donc ça, c'est quelque chose. Et pourquoi? Parce qu'on se fait la guerre tout le temps. Alors, et 150 ans, pendant 150 ans, on se fait la guerre. Et ça, c'est la différence. C'est-à-dire, bien entendu, il y avait des guerres entre l'Espagne et la France, entre l'Italie et comme ça. Mais il n'y a pas en Europe une si longue période entre deux grands pays au centre d'Europe où on se fait la guerre tout le temps. Voilà. C'est ça un tout petit peu le point de départ de ce dont on parle ici, parce qu'après 1945, bien entendu, les fondateurs européens qui ont tout de suite aussi œuvré à mutualiser les forces industrielles de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Italie, de l'Allemagne et de la France, ont été bien entendu convaincus, sans cette mutualisation, notamment de la France et de l'Allemagne, alors les mêmes guerres risquaient de se reproduire qu'avant. Ça, c'est les débuts, et c'est pour ça que c'est au cœur de cela. Et je dirais encore plus, pour terminer, madame, que, bien entendu, les Allemands et les Français sont très, très différents. Par exemple, si vous regardez les Français du Sud avec les Espagnols, on trouve pas mal de similitudes, aussi culturelles, beaucoup plus qu'entre les Allemands et les Français. Donc ça aussi, c'était un défi. Mais j'espère avoir répondu à peu près à votre préoccupation.
peut-être, oui, bien sûr. Donc, on a peut-être, on va écouter un de nos autres intervenants prendre position par rapport à cette question. Oui, juste pour, vous avez indiqué vous-même que l'Espagne était arrivée à sortir de la période franco assez récemment, donc si on remonte sur 60 ans, dans le cas de l'Espagne, voilà, ça pose quand même un problème. Moi, je souscris à l'argument qui a été mentionné tout à l'heure. Pardon, je suis économiste de formation, mais la guerre, c'est aussi l'industrie et la technologie. À l'époque, en 1945, pour sortir de la situation, il y a eu le fameux plan Schuman en France, avec une dimension franco-allemande très importante à Robert Schuman, qui a été le précurseur de la communauté européenne du charbon et de l'acier. À l'époque, les industries stratégiques en Europe, c'était le charbon et l'acier. Et c'était avec ça qu'on s'était fait la guerre. Donc maintenant, on réfléchit à d'autres industries stratégiques, peut-être les technologies de l'hydrogène, etc. Tout ça, c'est des enjeux aussi à la fois de puissance. Et bon, quand on arrive à s'entendre, on évite la guerre et on assure la prospérité. Donc j'essaie d'expliquer, hein, c'est pas une critique à l'égard de l'Espagne, mais dans le cas spécifique de la France et de l'Allemagne, il y avait besoin d'arrêter de se faire la guerre avec des outils économiques qui étaient industriels, le charbon, l'acier, etc. Ça aurait fait plaisir aux Espagnols d'arrêter la guerre aussi. Est-ce qu'il y a des interventions voilà, merci à vous. Et encore une fois, au fond, nous avons tout un groupe de jeunes qu'on aimerait aussi entendre. Désolé, mais bien sûr, j'ai été jeune, mais je ne le suis plus. J'en suis désolé. Voilà. De l'autre côté, il y a la sagesse aussi, de la maturité. Bien, je vais vous poser une question méthodologique qui n'est pas sans rapport avec ce que vient de dire Anna. Bon, moi, en ce qui me concerne, je suis un des animateurs de la Maison de l'Europe de Provence, hein, pour que vous puissiez situer. Alors, moi, la question méthodologique que je voudrais vous poser, c'est est-ce que l'exemple de la coopération franco-allemande, ça ne remet pas en selle les États, le rôle des États dans la construction européenne. Parce que finalement, ça n'a aucun rapport avec la Commission, ça n'a aucun rapport, je veux dire, avec la Commission européenne, ça n'a pas été proposé dans le cadre du système communautaire. Ça montre que les relations entre États non seulement continuent, mais qu'elles peuvent effectivement être très positives. Et mon autre question, c'est simplement une illustration que je vous demande. On parle toujours d'Erasmus, on parle moins de l'OFAGE, mais qu'est-ce qui est le plus efficace, si j'ose dire? Où y a-t-il le plus d'échanges? Au niveau d'Erasmus ou au niveau de l'échange? Au niveau de l'OFAGE, pardon. Oui, alors c'est une question directement pour sur Rossignol. Non, mais c'était juste avant que l'OFAGE parle, juste pour dire qu'évidemment, il y a plusieurs dimensions et il n'y a pas seulement encore Erasmus, il y a aussi l'université franco-allemande qui est beaucoup plus proche à Erasmus que l'OFAGE parce que c'est la mobilité des étudiants qui est soutenue. Et la question qui se pose, et je pense que c'est je ne sais pas, parce que l'OFAGE travaille aussi au-delà des questions de compétences linguistiques, mais il faut souligner qu'en tout cas, en ce qui concerne la comparaison avec Erasmus et les cursus de l'université franco-allemande, la différence, c'est justement la compétence linguistique qui est beaucoup plus soutenue que sur des séjours d'Erasmus. On connaît très bien l'auberge espagnole, je pense, c'est-à-dire que les étudiants Erasmus qui arrivent dans un autre pays et qui parlent leur langue, qui ne comprennent absolument, qui restent dans parfois des sortes de ghettos, etc. Donc on connaît toutes ces comment dire, discussion aussi sur l'efficacité d'Erasmus. Mais en tout cas, ce que je trouve très bien sur les cursus et aussi les échanges au FAGE, évidemment, c'est ça, ce que tu as dit tout à l'heure aussi, des compétences linguistiques sont très essentielles pour comprendre un pays. Et ça, c'est peut-être pas pour tout le monde à avoir une très très bonne connaissance des deux langues ou de 3-4 langues, mais au moins d'être à un moment dans le pays même et d'avoir une certaine... C'est pas si simple que ça. Voyager, c'est autre chose que, par exemple, vivre un moment dans un autre pays. Et je pense Erasmus, c'est
extrêmement important, extrêmement important. Et c'est à la fois pas du tout comparable aussi à des programmes bilatéraux. Mais pour devenir vraiment un spécialiste ou expert, il faut quand même avoir plus de compétences, plus de connaissances. Et je pense que c'est ça aussi parfois qui nous gêne. Hein. Je ne pense pas qu'il y a les relations bilatérales entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Espagne, entre la France et je ne sais pas quel pays. Ce n'est pas une concurrence, hein, mais c'est vrai que cette dimension-là, moi personnellement, je connais aussi plein d'autres pays avec qui je travaille régulièrement, mais je pense que c'est quand même aussi très important de soutenir aussi la spécificité, ou de souligner la spécificité des relations bilatérales. Oui, je vais peut-être répondre quand même rapidement aussi du point de vue de l'OFAGE. En fait, déjà, ce sont deux budgets qui sont complètement différents. Le budget Erasmus est beaucoup plus conséquent que le budget de l'OFAGE. Hein. Le budget de l'OFAGE, c'est un peu moins de 30 millions d'euros avec le Fonds citoyen. Budget Erasmus, on est sur des centaines de millions d'euros. Donc, en termes de volume de mobilité de jeunes par an, évidemment, c'est absolument pas comparable. Par ailleurs, la différence aussi, c'est que l'OFAGE, on est vraiment dans le soutien à des échanges réciproques, c'est-à-dire qui sont basés sur le principe de réciprocité. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre une rencontre interculturelle, tandis qu'Erasmus finance de la mobilité unilatérale sans forcément qu'il y ait cet accompagnement pour permettre un échange, pour permettre à des jeunes, par exemple, pendant une semaine, de travailler sur des thèmes culturels, sportifs, scientifiques ou autres. C'est une approche qui est complètement différente. Erasmus est plus sur de la masse, tandis que l'OFAGE est plus sur un accompagnement très qualitatif, très spécifique. Et en fait, cet accompagnement qualitatif des échanges et de la mobilité à travers le franco-allemand, ça permet, comme je disais un peu au début, d'être précurseur dans certains domaines. Par exemple, à date, il n'existe, un service civique vraiment franco-allemand, réciproque, il n'en existe qu'un en franco-allemand en fait, avec l'OFAGE par exemple, qui le porte. On a vu que ce modèle-là intéresse d'autres pays. La France, justement, dans le cadre du traité du Quirinal, réfléchit à développer un volontariat franco-italien. Voilà, et peut-être que ça permettra d'émerger sur un vrai volontariat européen qui n'existe pas vraiment. Il y a un service civique européen, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, tout ça pour dire que l'OFAGE, voilà, toute sa place en fait, ça a joué encore, malgré le développement des programmes européens, voilà, dans ce rôle de laboratoire en fait, d'expertise franco-allemande pour la mobilité et les échanges de jeunes. Peut-être si je peux ajouter un point, la question, si je l'ai bien compris, c'est en gros, est-ce qu'il faut de l'intergouvernemental ? Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut aussi un peu de choses à l'échelle de l'Union européenne dans son ensemble ? Je pense qu'il faut quand même un peu des choses communautaires, comme on disait avant, maintenant à l'échelle des 27, parce que sinon, de facto, c'est les pays avec les plus grands moyens financiers qui tirent le plus grand bénéfice. C'est un peu la situation actuelle telle qu'on la voit, par exemple, avec le plan de relance annoncé à Berlin en septembre dernier, qui a fait grincer des dents un peu partout, parce qu'on a l'impression que les Allemands, à juste titre d'ailleurs, parce qu'ils ont très bien géré leur budget public, du coup, ils ont beaucoup de marge de manœuvre pour relancer leur machine économique. Alors, en soi, c'est très bien et c'est un gage de bonne gestion, mais aussi, ça peut poser un problème parce que ça risque d'accentuer les divergences de situation et de trajectoire économique en Europe, ce qu'on ne veut pas. Et donc, il faut une dimension un peu solidaire, voire même de redistribution. J'ai souvenir de vieux débats qu'on avait en Allemagne, en France ou dans d'autres pays sur la situation de pays comme l'Allemagne ou la France qui sont contributeurs nets au budget de l'Union européenne. Ça veut dire que quelque part, il y a de la redistribution, qu'on aide à financer des projets qui vont bénéficier à d'autres pays qui n'ont eux-mêmes pas les moyens de faire ce que nous, on fait peut-être plus facilement que la Roumanie, que Malte, etc. Donc c'est quand même une dimension importante si on veut être ensemble à l'échelle des 27 avec des situations qui ne divergent pas trop et où on a quand même de la solidarité entre nous. Alors, je voulais juste apporter Clara... un petit correctif par rapport à la mobilité des étudiants, parce qu'à l'OFAGE, on soutient aussi de la mobilité des étudiants.
simplement, parce qu'il y en a dans la salle, donc je ne voudrais pas qu'ils se détournent de l'OFAGE, simplement la différence avec l'université franco-allemande, c'est que l'université franco-allemande soutient des mobilités dans le cadre des cursus intégrés, binationaux, alors que l'OFAGE peut soutenir tout type de mobilité dès lors qu'il s'agit d'une rencontre interculturelle ou d'un stage pratique par exemple ou autre. On n'est pas dans les cursus forcément bien intégrés, on n'a pas besoin d'en être pour participer. Je voulais juste corriger là-dessus, c'est une nuance importante. Oui, donc bonsoir, je suis Clara Trampert, je suis ici comme volontaire franco-allemande, donc je voulais bien profiter de l'occasion et parler un peu de mon volontariat franco-allemand que j'ai eu la chance de faire grâce à l'OFAGE. Et donc pour moi, personnellement, c'est aussi l'occasion de dire un peu merci pour toutes les choses qui sont possibles grâce, par exemple, à l'OFAGE ou cette volontariat franco-allemand. Et donc, il y a 4 mois que personnellement, c'était le début de mon volontariat franco-allemand. Et ce que moi, j'ai vécu au début, c'était vraiment une expérience enrichissante parce qu'on a des séminaires qui accompagnent notre volontariat. Alors, ce sont 4 séminaires au total. Et tout au début, c'était avec tous les autres volontaires qui font le volontariat franco-allemand dans l'enseignement supérieur. Donc, ce sont les volontaires français et allemands. Et pour moi, personnellement, j'ai jamais vécu une ambiance si proche franco-allemande parce que il y avait alors des gens qui sont vraiment gentils et alors on a eu un échange linguistique d'un côté, mais aussi c'était vraiment l'occasion d'avoir un peu des amitiés qui sont bilingues et tout ça, donc ça c'était un cas, mais pour moi personnellement c'était aussi parce que, alors je viens de Karlsruhe, c'est une ville qui est proche de Strasbourg et assez francophile je pense parce que moi, personnellement, j'ai eu aussi la chance de passer l'ABI-BAC. Et donc, c'était un peu évident de faire le volontariat franco-allemand après de ça. Et donc, je pense que j'ai toujours eu cette point de vue assez de l'intérieur. Et donc, je voulais juste souligner l'importance de soutenir tous ces programmes pour la jeunesse et aussi de renforcer la communication un peu avec la jeunesse parce que autour de moi, quand j'étais au lycée, il y avait pas mal de gens qui ne savaient pas qu'est-ce que c'était l'OFAGE. C'était juste notre classe de l'ABI-BAC. Mais pour moi, c'était vraiment un truc enrichissant et donc je veux bien dire merci et souligner l'importance et ouais, c'était ça. Merci beaucoup Clara, vraiment merci, hein. C'est magnifique. Merci et je précise que c'était pas préparé. Oui. Merci. Personnellement, je suis de manière un peu générale un peu un enfant de l'Europe. Mon père n'était pas français, ma mère est française, mais ma mère est germanique. Ma mère est germaniste. Et à l'opposé de tout ça, par exemple, mon grand-père a très mal vécu. Il a vécu la guerre mondiale et il a eu toujours un embargo de son père. Il avait dit « tu n'apprendras pas leur langue ». Et à côté, par exemple, ma mère a fait un master à Aix-Marseille Université à l'époque. Personnellement, je suis aussi un peu un enfant du franco-allemand de par ma mère. J'ai fait un programme SOSE de l'OFAGE. Je suis allé en Erasmus. L'an prochain, je retourne encore une fois en Allemagne. Mais, entre guillemets, je connais un petit peu déjà la réponse. Au niveau de l'apprentissage de l'allemand, il est quand même primordial dans cette relation franco-allemande. Mais est-ce que, et je m'attends quand même à une forme de réponse positive, est-ce que vous êtes... quelles sont vos... entre guillemets, vos espérances au niveau de l'apprentissage de l'allemand ou de la langue partenaire au niveau européen, au niveau des partenaires européens. Et je sais très bien, même par exemple, la position de Madame Collin au niveau de l'apprentissage de l'allemand, Madame Tessier, qui milite aussi pour entre guillemets, une plus grande part de l'allemand, que l'allemand prenne une plus grande part dans l'apprentissage en France. Mais quelles sont
vos espérances pour l'avenir, pareil au niveau européen de la langue des 26 autres pays partenaires au sein de l'Union européenne. Réponse en deux parties, si vous voulez. Tout d'abord, et ça aussi c'est très important à souligner, comme tout à l'heure quand on a parlé de la volonté toujours du franco-allemand à ne pas se limiter au franco-allemand, c'est qu'on a une attitude multilinguiste, c'est-à-dire nous par exemple les Français et les Allemands à l'étranger, on défend l'apprentissage des langues étrangères. C'est-à-dire, on dit, bien entendu, on se réjouit si vous venez chez nous prendre des cours d'allemand ou des cours de français, mais avec nos partenaires espagnols, italiens, danois et autres, on prône cette idée que tout Européen doit, si tout va bien, parler sa propre langue, et bien entendu l'anglais aujourd'hui en tant que lingua franca un tout petit peu européenne, et si possible encore une ou deux autres langues. Ça, je pense que c'est très important à souligner, qu'on n'est pas dans une perspective complètement bilatérale, réduite. Mais, et ça c'est pour ça que j'ai dit ça en ouverture, l'apprentissage des langues, et notamment le français en Allemagne et l'allemand en France, dépend de la volonté politique. C'est-à-dire, quel est le rôle de la langue dans le système éducatif ? Quand vous lisez, par exemple, le traité d'Élysée, alors là, dans ce traité, on s'oblige, pour ainsi dire, à donner un rôle prépondérant à la langue du partenaire. Et parce que là aussi, on s'est dit, il était très important que les jeunes, après toutes ces guerres qu'on a menées, savent ou peuvent avoir accès à la langue française. Et c'est ça le combat qu'on mène actuellement. Et c'est tout simple, c'est-à-dire dans le système éducatif qui est centralisé en France, comme vous le savez, alors 2 heures ou 3 heures ou 4 heures par semaine en première langue, en deuxième langue. C'est ça le combat qu'on fait actuellement, parce que l'allemand est partiellement réduit, si j'ai bien compris, à 2 heures par semaine. Et vous allez me dire, oui, 2 heures par semaine, alors on n'apprend pas une langue. Déjà avec 3 heures, 4 heures, c'est pas évident. Donc c'est un combat aussi haut niveau dans des systèmes éducatifs centralisés en France et régionalisés, comme vous le savez bien, en Allemagne, avec la Kultusministerkonferenz. Et il est, à mon avis, très important à œuvrer dans ce sens-là, au niveau politique, bien entendu, qu'on assure, d'offrir assez de cours d'allemand et assez de cours de français dans les deux systèmes pour avoir la possibilité d'apprendre les langues. Si après les jeunes se décident pour d'autres langues, comme j'ai dit au début, ça c'est tout à fait leur liberté de le faire, mais il faut s'assurer que l'offre est suffisante. Une deuxième toute petite... Non, je voulais réagir aussi sur la question de la langue. Je pense qu'il faut vraiment se saisir des dispositifs de mobilité. Il n'y a rien de mieux que la mobilité, en fait, pour susciter l'intérêt de la langue et de la culture du pays partenaire. Donc nous, c'est notre cœur de métier à l'OFAGE. On s'y emploie le plus possible. Néanmoins, voilà, là, c'est des très beaux témoignages qu'on vient d'entendre, mais vous êtes représentatif vraiment d'une minorité de la population. En fait, il y a très peu de jeunes qui ont accès à ces expériences de mobilité. C'est de l'ordre de 2-3% d'une génération, c'est rien du tout. Et je compte aussi bien les programmes de l'OFAGE que les programmes Erasmus. Voilà, donc il y a une vraie question de moyens, en fait, de manière très pragmatique. Voilà, il faut élargir le plus possible les dispositifs de mobilité, même les mobilités courtes. On n'est pas forcément obligé de partir un semestre, même 4 mois. Peut-être que parfois 3 semaines, ça peut suffire à débloquer une situation d'échec dans l'apprentissage de l'autre langue, par exemple. Donc parfois, ça repose sur des choses comme ça, tout simplement. Donc là, il faut vraiment monter en puissance sur ce type d'expérience et il faut des moyens pour ça. Ça, c'est évident. Et après, voilà, il faut aussi des gens pour enseigner la langue. Donc c'est aussi un enjeu structurel. On a beaucoup de mal à recruter des enseignants en France. C'est un peu un cercle vicieux. On a du mal à recruter des enseignants de la langue, que ce soit en Allemagne comme en France. C'est un peu
la même chose des deux côtés. Donc voilà, nous à l'OFAGE, on est porte-parole de la mobilité, de l'apprentissage de la langue, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se comprendre, pour une Europe du plurilinguisme, de la diversité, etc. Mais si derrière les décisions politiques ne sont pas prises, s'il n'y a pas de changement structurel, c'est compliqué d'avancer. On est face à un mur quelque part. Donc là, la France et l'Allemagne viennent de sortir une stratégie pour la langue qui est portée donc par l'éducation nationale en France et la KMK justement côté allemand, donc qui a réussi à trouver un consensus entre les différents lenders. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Vous pouvez la consulter, elle est assez longue, mais c'est quand même intéressant et vous verrez voilà, qu'il est prévu aussi de s'appuyer sur les dispositifs de l'OFAGE. On est beaucoup cité. Bon, on va faire ce qu'on peut, parce que pour l'instant, il n'y a pas de moyens qui sont associés à ça. Mais voilà, il y a quand même une prise de conscience qu'il faut que ça passe aussi par la mobilité. Donc ça, c'est un point important que je voulais signaler. Et tout simplement, vous avez tout à fait raison, c'est une question purement politique et c'est une question de la reconnaissance, d'après moi. Donc, s'il n'y a pas de reconnaissance des professeurs en général et des professeurs de langue en particulier, alors on ne va pas retrouver une situation optimale. Ça, c'est clair. Les professeurs, il manque pas seulement en allemand, en France, partout des professeurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut améliorer la situation des professeurs, améliorer la reconnaissance des professeurs. Ça, c'est une question essentielle, je dirais, pour l'avenir. Et ça, je peux que espérer que peut-être le couple franco-allemand va un petit peu réfléchir sur cette nécessité. Voilà. Oui, merci. C'est aussi, on sait bien qu'on s'adresse à des professeurs, des futurs professeurs peut-être. Une toute dernière intervention, car nous allons devoir quitter la salle. Oui. J'ai une toute petite question concernant la dynamique du franco-allemand, si je peux dire ça grossièrement comme ça. J'ai l'impression, je suis de la génération des enthousiastes nés en 1955. Je vois quand je vois des reportages sur par exemple le partenariat entre les länder, même des régions, entre Bourgogne-Franche-Comté l'autre jour et Rhénanie-Palatinat, la moyenne d'âge, à mon avis, c'est au-dessus de 50 ans. Hein. C'est des gens comme moi qui étaient enthousiastes au début. J'ai l'impression que le franco-allemand ruisselle comme ça, mais je voudrais avoir votre avis, par exemple, de l'OFAGE. Est-ce que ça monte? Est-ce que c'est stable ou est-ce que c'est déclinant? Et je suis tout à fait d'accord avec M. Umlauf pour dire que c'est politique, c'est pas la société civile. Mon expérience personnelle en tant que pédiatre, je suis beaucoup en contact avec des familles et des enfants. Et je vois les parents toujours me dire, j'ai appris l'allemand, mais je me souviens de rien. Les Français ne vont pas en Allemagne en vacances, alors que les Allemands vont en France en vacances, etc. J'ai pas l'impression que ça monte, quoi. C'est un constat un peu amer pour moi, franchement, personnellement. Ah oui, non, mais alors votre question, elle n'est pas évidente parce qu'on n'a pas de données sociologiques, si vous voulez, sur l'âge moyen des acteurs du franco-allemand, des personnes qui s'engagent, c'est très compliqué. En revanche, par rapport à la question des comités de jumelage, qui sont effectivement vieillissants, parce que souvent créés dans le cadre du traité de l'Élysée, enfin, dans cette dynamique-là, ou peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, c'était l'idée aussi du Fonds citoyen de rajeunir les comités de jumelage voilà, qui souvent étaient un peu vieillissants. Donc ça, on s'y emploie et je pense que le Fonds citoyen, grâce aux moyens qui sont alloués, contribue à ce renouvellement générationnel. Donc ça, c'est un point d'espoir. Après, encore une fois, je n'ai pas les données sociologiques sur voilà, l'âge moyen des personnes qui sont actives dans les comités, mais effectivement, c'est assez vieillissant. En tout cas, l'idée, c'est de rajeunir cela, notamment à travers du Fonds citoyen. Et sinon, après, je pense qu'il faut aussi revoir les approches qu'on a de nos dispositifs. Je le disais tout à l'heure, la jeunesse, elle envoie un message fort quand elle dit le défi majeur, c'est l'environnement. Donc il faut le prendre au sérieux et il faut vraiment leur proposer des programmes qui sont adaptés et qui leur permettent de s'engager très concrètement. Donc on le fait avec le volontariat franco-allemand, par exemple, c'est des missions d'engagement civique, mais il faut faire plus en fait, parce que c'est ça qui parle aux jeunes. C'est pas leur dire, voilà, vous allez partir quelques jours pour faire un Stammtisch et manger des bretzels dans l'autre pays. Ça leur parle pas. Il faut vraiment
trouver, je caricature, mais il faut vraiment trouver les sujets qui parlent aux jeunes et qui les concernent. Et je pense que là, il y a un vrai levier aussi à actionner par rapport aux enjeux climatiques, par rapport à la volonté d'engagement et de faire des choses concrètes en fait, qui peuvent faire avancer la relation et trouver des solutions aux défis majeurs. Ça peut paraître un peu plat, mais c'est vraiment ce qu'on ressent en fait. Et à l'OFAGE, les programmes qui suscitent le plus d'engouement, c'est les programmes sur le développement durable, c'est les programmes sur la participation politique, c'est les programmes vraiment qui permettent aux jeunes d'être acteurs en fait et d'être pris au sérieux. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on développe davantage ça et revoir vraiment aussi nos approches en fait par rapport à ce qu'on propose aux jeunes, si on veut vraiment pérenniser la génération future, quoi. Un dernier mot. Très court, oui. Je pense que tu as raison. L'intérêt original de réconcilier n'existe plus, qui résidait dans notre génération. Mais comme vous le dites, il y a beaucoup d'autres initiatives qui naissent. Hein, donc, et puis, c'est sur des intérêts spécifiques, et ce n'est plus sur l'intérêt général de la réconciliation franco-allemande, c'est ça. Donc il faut trouver justement, et ça, l'environnement c'est un bon exemple, il faut trouver des occasions, pour ainsi dire, de créer et d'approfondir cette relation franco-allemande et européenne. Dernier exemple, l'université franco-allemande. Quand j'ai étudié, ça n'existait pas. Aujourd'hui, tous les ans, 3000 jeunes vont en Allemagne, 3000 jeunes vont étudier en France. Hein. À l'époque, ça n'existait pas, ces échanges profonds, je veux dire, de cette façon. Donc, il y a d'autres choses qui arrivent. Et si on... Non, je préconise, ça c'est pour clore, toujours qu'on regarde secteur par secteur. Et puis, on va constater qu'il y a des secteurs où l'intérêt baisse, bien entendu, hein, mais d'autres où l'intérêt monte. Le film, par exemple, quand vous regardez les échanges cinématographiques entre la France et l'Allemagne, ça n'a rien à voir avec les années 50-60, de par l'Académie franco-allemande du film. Donc il y a beaucoup de jeunes impliqués dans des programmes comme ça, etc., etc. Merci beaucoup pour ce mot enthousiaste. On doit malheureusement libérer la salle, je suis désolée. Il faut qu'on s'en aille. Mais encore une fois, un grand merci à nos intervenants, Monsieur Rossignol, Monsieur Lallemand, Monsieur Umlauf et Madame Collin. Un grand merci pour ces éclairages et surtout merci à vous d'avoir participé au débat. Merci. Donc, merci beaucoup. C'est juste un mot pour vous remercier encore. Aussi, un merci à nos collègues du CBE Sud-Libaran, le bureau d'Europe Direct à Pertuis, pour la retransmission en live. Et je vais dire juste une invitation au nom de nos partenaires de la Maison de l'Europe de Provence. Il y aura ce vendredi encore, pour conclure un peu cette semaine franco-allemande, une table ronde aussi ici à la salle des mariages sur les acteurs, un échange entre les acteurs du franco-allemand sur le terrain aixois. Merci.